de participants. Marion, qui est, on va dire, en back-office, se chargera de couper les micros, mais vous pouvez les remettre en route. Hein. Prenez garde que ces micros ne soient pas activés. Couper également la vidéo, ça permettra d'alléger un peu la bande passante et de faire ensemble d'avoir un son clair de la part de notre interlocuteur. Il est possible de poser des questions et même encourager de poser des questions et vous pouvez le faire via l'outil de conversation en ligne dont vous voyez l'icône sur l'écran tout au long de la présentation. Et puis, il sera possible également, en fin de réunion, de prendre la parole. Et pour cela, vous pouvez cliquer sur le bouton participant. Et tout en bas, vous avez une levée de la main. Et ça vous permettra finalement de prendre la parole à ce moment-là, d'avoir un petit peu d'organisation dans la prise de parole. Donc le webinaire est enregistré. Donc vous êtes d'accord avec ce fait-là, le fait d'y participer, montrer que vous êtes d'accord avec ce point, et il sera ensuite disponible, on vous enverra les liens sur le site de France Ville Durable, de Pinville et de H2020. Ces petits rappels étant faits, donc bienvenue bien évidemment à notre séminaire Mission Ville et plus particulièrement la mission 100 villes climatiquement neutres d'ici 2030, qui est organisée sous l'égide de France Ville Durable, donc FVD, le Pinville, le point d'information national ville, et l'Assemblée des communautés de France, ADCF. Et ce, en collaboration, évidemment, en collaboration étroite avec les ministères. Donc, moi, je me présente, Pierre Pacaud. Je suis chargé de mission de mobilité et ville durable au sein de la DGRI, DG Recherche et Innovation, du MESRI, hein, ministère d'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et donc, chargé de mission mobilité et ville durable, également représentant de la France au groupe États membres pour la mission ville. Et en cela, formant un binôme resserré avec Patricia Akogenu du MTES, Commissariat Général au Développement Durable, Patricia qui est avec nous aujourd'hui, et Olivier Roxel de la DGE. Alors, pourquoi ce webinaire ? Parce que la Commission a pris l'initiative de lancer un nouvel instrument, qui est l'instrument des missions, dont un est la mission Ville, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, dans le cadre de Horizon Europe. Et on a pensé avec Patricia et puis les collègues du Pinville, de France Ville Durable et d'ADCF que le moment était venu finalement de diffuser largement une information et on continuera à le faire évidemment tout au long de 2021 et les années suivantes, de sorte à encourager tous les acteurs français et les villes que vous êtes, parce que vous êtes je pense essentiellement parmi l'auditoire des représentants des villes françaises, donc d'encourager tous ces acteurs à participer à cette initiative. Alors, vous verrez, elle est en cours de construction et on commence à diffuser de façon large cette information, étant donné qu'on a repéré auprès des communautés françaises un grand intérêt pour avoir plus d'informations. Donc pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Froissart de la Commission européenne. Philippe est responsable adjoint de l'unité système urbain et de mobilité du futur à la DG Recherche Innovation, DGRTD. Et également, cette unité assure le secrétariat de la mission Ville. Donc, Philippe Froissart est particulièrement bien placé pour nous parler aujourd'hui de la mission Ville. Comme je l'ai dit, je vais passer la parole à Philippe, mais comme je l'ai dit au niveau de l'organisation du webinaire, donc Philippe va nous faire une intervention d'une demi-heure posant le cadre finalement de l'avancée des objectifs et de l'avancée de la mission Ville. Et après, nous passerons aux questions. Encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début de réunion, vous pouvez poser les questions par chat, donc dans l'onglet Converser. Et nous relierons à Philippe ces questions oralement. Si jamais il y a des questions qui sont peut-être plus compliquées à poser ou qui méritent un peu plus d'explications, vous pouvez prendre la parole via l'onglet participants et lever la main. Voilà, je n'attends pas plus longtemps pour passer la parole à Philippe Froissart. Philippe, je pense que tu es là et que tu peux, je pense, prendre la main maintenant. Très bien, merci beaucoup Pierre, merci aux organisateurs. Je vais laisser ma caméra pendant 2 minutes pour vous montrer que j'ai mis mon plus beau costume pour ce webinaire. Comme vous tous, je travaille chez moi ces derniers jours, donc c'est un environnement de travail un peu particulier. Donc dans ma présentation que je vais mettre maintenant en ligne,
Alors, est-ce que vous la voyez? C'est bon. C'est bon? Ok. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter les grandes lignes de la mission Ville qui a été introduite par Pierre. Et je vais aussi vous donner quelques informations sur un appel qui va bientôt sortir, qui sera publié au mois de septembre, qui est sur le European Green Deal et qui a un topic particulier sur les villes qui s'appelle d'ailleurs Climate Neutral and Socially Innovative Cities, qui peut être considéré dans une grande mesure comme un précurseur de ce que pourrait être la mission ville dans Horizon Europe. Donc, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au fait de ce que c'est la mission et ce que sont les missions dans Horizon Europe, je vais déjà quand même présenter quel est l'objectif de la mission ou des missions dans Horizon Europe. En fait, le concept de mission est quelque chose qui est venu de l'analyse, de l'évaluation à mi-parcours du programme Horizon 2020, qui a mis en avant le fait qu'il serait souhaitable d'avoir des objectifs ambitieux avec un impact très clair qui parle aux citoyens, avec une dimension innovation très présente et qui permettrait justement de mobiliser les ressources et de mobiliser l'intérêt des communautés de recherche et des citoyens. Donc ce concept de mission, c'est en fait à la base repris de la mission Apollo dans les années 60 aux États-Unis, qui avait un objectif très clair de mettre un homme sur la Lune dans l'espace de 10 ans. Mais là, je pense que la différence fondamentale entre cette mission initiale, qui était la mission Apollo, et ce qu'on veut faire dans Horizon Europe, c'est que la mission Apollo était technology driven, comme on dit en français, alors que là, en fait, on est sur des missions qui sont plus bottom-up et qui répondent aux besoins des citoyens. Donc, c'est vraiment la différence notoire, très importante, de ce qu'on va faire en termes de mission dans Horizon Europe. Et donc, dans Horizon Europe, on a inclus ce concept de mission dans la base légale qui permet donc de lancer des activités spécifiques pour ces missions dans Horizon Europe, mais au-delà. Pourquoi? Parce que, en fait, les missions ne sont pas simplement un instrument de recherche et d'innovation, mais étant donné que ce sont des initiatives qui ont des objectifs ambitieux, elles vont au-delà de la recherche et de l'innovation et nécessairement la mise en œuvre des missions, si elles répondent au cahier des charges initial, devront être faites à travers Horizon Europe, qui est le programme cadre de recherche et innovation européen, mais aussi à travers d'autres instruments qui peuvent être des instruments européens du cadre multiannuel financier, comme par exemple Connecting Europe Facility, les fonds structurels, Digital Europe Programme, mais aussi InvestEU, les instruments financiers, mais aussi au niveau national et aussi à travers un engagement et des investissements privés. Et je pense que c'est tout à fait valable, ce genre de concept de stratégie d'investissement multiforme pour la mission qui est la mission des villes. Mais je vais revenir un peu là-dessus plus tard. Donc, 5 domaines de mission ont été identifiés dans la base légale de Horizon Europe, dont une qui concerne et qui cible plus particulièrement les villes. Donc, le titre de ce domaine pour la mission était Climate Neutral and Smart Cities. Et dès le début, en fait, on s'est focalisé sur la dimension Climate Neutral, neutralité climatique. Donc, pour mettre en œuvre cette mission, ce mission area, ce domaine de mission, on a d'abord besoin de réfléchir au pourquoi une mission pour les villes. Mais en fait, les arguments qui sont mis en avant pour justifier une mission pour les villes est clair et connu de vous tous, surtout si vous travaillez déjà dans ce domaine-là. C'est que les villes sont en fait les plus gros consommateurs d'énergie, ce sont aussi les plus grosses sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc de répondre à la neutralité climatique au niveau des villes, c'est en grande partie répondre à la neutralité climatique au niveau du continent.
Cette situation dans les villes ne va pas aller en s'améliorant, en sachant que le nombre de personnes qui vivent dans les villes actuellement est de l'ordre de 75% pour les villes européennes, et ce nombre va augmenter pour l'horizon 2050, où on aura à peu près 85% de la population qui vivront dans des villes de plus de 50 000 habitants. Donc on a une nécessité de prendre les villes en compte pour la neutralité climatique. Et c'est un objectif maintenant de l'Europe, d'avoir l'Europe comme en termes de continent en étant climatiquement neutre pour l'horizon 2050. L'autre objectif politique, c'est bien entendu répondre aux objectifs de développement durable, qui a un agenda beaucoup plus rapide de 2030. Et donc, encore une fois, d'avoir une action ciblée sur les villes afin de leur permettre de devenir climatiquement neutres, est quelque chose qui est important pour répondre à ces deux objectifs, les objectifs des SDGs et les objectifs du Green Deal qui ont été publiés par la Commission à la fin de l'année dernière. Donc, pour nous aider à mettre en œuvre la mission des villes climatiquement neutres, on a mis en place un mission board avec 15 membres, dont vous avez les noms et les photos sur cette slide. La présidente du groupe, c'est Madame Gronkiewicz-Waltz, qui est une ancienne maire de Varsovie. Le vice chair, c'est Monsieur Alan Larson, qui est un ancien DG de la DG Emploi de la Commission et qui a travaillé beaucoup aussi, qui a été ministre en Suède, ministre des Finances, et qui travaille beaucoup ces dernières années sur tout ce qui est développement durable dans les villes et dans les associations de villes en Suède. Et nous avons un rapporteur qui est Madame Bonny, qui se trouve être secrétaire générale de Eurocities. Et donc, en fait, on a dans ce board une bonne représentation d'expertise à la fois technique et aussi d'une bonne expérience de la vie au niveau des autorités locales, puisque on a un certain nombre de représentants qui sont des anciens maires, des anciens représentants politiques dans un certain nombre de pays, et donc on a cette expertise dans le board qui est très encourageante et très très utile, puisqu'on a en fait une perspective qui est aussi de la perspective citoyenne qui est très présente dans le travail du mission board. Donc, quel est le travail de ce board? Eh bien, assez rapidement, le mission board est venu avec un objectif et un titre pour la mission, pour les villes climatiquement neutres, qui était d'avoir 100 villes climatiquement neutres en 2030 pour et par les citoyens. Donc, l'idée, c'est en fait de soutenir et de promouvoir 100 villes en Europe dans leur transformation systémique vers la neutralité climatique pour un horizon 2030. Alors, l'horizon, c'est quelque chose d'assez important, 2030, puisque en fait, ça déjà nécessite, ça montre une chose, c'est que ce qui renforce le fait que la mission n'est pas simplement un instrument de recherche-innovation, puisque pour que ces villes soient climatiquement neutres en 2030, il faut nécessairement que ça passe par le déploiement de solutions existantes. Il y aura une dimension recherche-innovation, certes, mais le gros de l'objectif de cette mission sera vers le déploiement de solutions existantes qui ont déjà été identifiées au jour d'aujourd'hui, puisque le temps qui nous reste, maintenant, c'est, on va dire, moins de 10 ans. Un autre point qui est important, c'est 100 villes. 100 villes, ça montre l'ambition de la mission, puisqu'on aurait très bien pu partir sur un nombre plus restreint, mais 100, bon, c'est un nombre qui montre déjà qu'on veut avoir un impact avec cette action qui est significatif et qui est vraiment un précurseur de ce qu'on veut voir en Europe pour le continent à l'horizon 2050. Comment mettre en œuvre cet objectif d'avoir 100 villes climatiquement neutres en 2030? Mais à travers un instrument qui a été développé par le Mission Board, qui est de mettre en place, de développer ce qu'ils ont appelé un Climate City Contract. En fait, le Climate City Contract, c'est un engagement dont le niveau formel reste à définir entre les autorités locales, les autorités nationales
et les institutions européennes comme la Commission européenne, qui permettent justement de formaliser des engagements vis-à-vis de ces trois entités dans la réalisation d'un plan d'action climatique qui permet aux villes de devenir climatiquement neutres. Donc la dimension locale est bien sûr présente et essentielle. La dimension nationale est aussi essentielle puisqu'en fait, un certain nombre de barrières qui permettront la réalisation du plan d'action climatique au niveau local peuvent être résolues par des actions nationales. Et donc, nécessairement, on est obligé d'avoir un engagement ou un appui au niveau national, et la dimension européenne est là aussi pour assurer à la fois la cohérence de l'action, le respect des engagements européens et des accès à des ressources financières aussi qui peuvent venir de différents programmes. Ce qui est important de prendre en compte pour cette action de mission climatiquement neutre pour les villes, c'est l'approche systémique. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, on a un certain nombre d'initiatives, d'actions, de programmes qui ciblent la neutralité climatique sur, par exemple, la mobilité, sur l'efficacité énergétique, sur les bâtiments, sur un certain nombre de sujets, avec toute la dimension digitale, bien entendu, qui est cross-cutting. Mais toutes ces actions sont en fait souvent thématiques ou fonctionnent en silo avec ses propres guidelines, ses propres règles, ses propres indicateurs, ses propres accès à des financements spécifiques. Et ça se fait sans nécessairement une grande cohérence. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que en fait, la neutralité climatique, elle soit gérée de manière systémique dans les villes. Et donc, ça nécessite une remise à plat de la gouvernance de ces villes pour justement atteindre la neutralité climatique. Et c'est un des points qui est important, qui a été mis en avant par les membres du Mission Board, qui ont justement, de par leur expérience passée, une grande expérience de comment fonctionnent les villes. Donc, un des aspects qui est important dans la démarche qui a été mise en place par le Mission Board et par la mission, c'est le besoin et la nécessité d'impliquer les citoyens dans toutes les étapes du développement de ce contrat Climate City Contract en français. Je suis désolé pour tous les anglicismes que je vais utiliser parce que j'ai l'habitude d'utiliser malheureusement ce jargon tous les jours en anglais et je souffre régulièrement quand je dois transposer en français ces mots-clés. Donc, je m'excuse par avance pour mes piètres traductions en français de ces mots-là. Donc, les engagements citoyens, c'est un des aspects très importants de la mission. Et le fait de les engager, d'engager les citoyens dans toutes les étapes du développement du Climate City Contract, qui est donc un des prerequisites du Climate City Contract tel que développé par le Mission Board. Il est clair que cette démarche dépend beaucoup de chaque ville et on ne peut pas imaginer avoir une approche qui est similaire pour toutes les villes. Donc, ça sera un développement qui se fera au cas par cas en prenant en compte la situation spécifique de chaque ville pour justement faire en sorte que l'approche soit la plus adaptée aux besoins locaux. Alors, un aspect important, c'est le processus de développement de ce Climate City Contract. Je crois que c'est un des points qui est important pour les villes qui pourraient avoir un intérêt à rentrer dans ce processus. C'est qu'est-ce qu'on attend d'elles, quelles sont les conditions d'éligibilité, on va dire, ou les prérequis, et quelle est la démarche qui sera nécessaire pour éventuellement obtenir un Climate City Contract. Alors ça, ce que je vous présente, c'est la proposition du Mission Board. Alors, il faut bien voir que le Mission Board, comme je l'ai présenté, c'est un groupe de 15 personnes qui est en fait un groupe d'experts qui donnent des conseils à la Commission. Donc, ils n'ont pas de pouvoir de décision, ils ne remplacent pas la Commission dans ce processus-là, ils sont là justement à titre de conseil.
Donc, on est dans une situation au jour d'aujourd'hui où le Mission Board a soumis un rapport intermédiaire qui sera analysé par les services de la Commission dans les semaines qui viennent et on prendra ou pas, en fonction des contraintes qui sont les contraintes des services de la Commission, la totalité ou en partie les recommandations, les propositions du groupe d'experts. Néanmoins, on est dans une situation où le board a proposé un schéma de développement du Climaticity Contract qui est intéressant et qui est le suivant. Donc en fait, on part d'une situation sur la gauche de votre écran où on a un appel ouvert à expression d'intérêt, où chaque ville qui est tentée par l'expérience de devenir climatiquement neutre peut soumettre sa candidature. Donc a priori, à ce stade-là, il y a peu de prérequis qui sont demandés. Probablement la nécessité d'avoir une ambition pour être climatiquement neutre à démontrer, et la volonté d'engager les citoyens, qui fera partie de la première phase du développement du contrat, du Climate City Contract. Donc, dans cette première phase, il consiste à développer une candidature qui démontrera l'ébauche du plan d'action climatique qui doit être mis en place par la ville, qui démontrera l'engagement des citoyens, l'engagement des autorités locales, et ce qui sera soumis en une première évaluation. Cette première évaluation, si elle est couronnée de succès, pourra permettre en fait à passer dans la phase 2, qui est vraiment le développement du Climate City Contract. Donc là où tous les modules qui permettront à l'élaboration du Climate City Contract pourront être mis en œuvre. Et là, je pense, à la fois dans la phase 1 et dans la phase 2, la Commission pourrait pourrait avoir la possibilité de fournir un soutien spécifique aux villes dans leur démarche. Dans la phase 1, ça serait un soutien qui serait plus automatique, on va dire, plus un desk support. Alors que dans la phase 2, on peut prendre en compte la possibilité d'avoir un soutien plus d'assistance technique, assistance en personnel, assistance en termes d'intelligence aux villes pour justement leur permettre de développer les différentes composantes de leur Climate Action Plan, du Climate City Contract, avec toute la dimension aussi stratégie d'investissement qui doit être mise en place et proposée pour une évaluation en fin de phase 2 qui permettra ou non d'obtenir le label Climate City Contract et de faire partie des 100 villes climatiquement neutres de la mission. Ensuite, en phase 3, il faut mettre en œuvre le contrat. Et donc là, en fait, on a une phase qui est plus de mise en œuvre classique avec un suivi régulier de la mise en œuvre sur base d'indicateurs de performance. Donc voilà un peu le schéma, le processus qui permettront aux villes de devenir climatiquement neutres dans le cadre de la mission climatiquement neutre pour Horizon Europe. Un point que j'aimerais soulever, c'est l'engagement citoyen. Donc ça a été mis en avant très, très rapidement par la mission comme étant un élément essentiel pour la mission, pour que la mission puisse justement être validée par, entre autres, les autorités locales et par les citoyens. C'est la nécessité d'avoir une interaction et qui n'est pas simplement une consultation, mais qui est un processus de co-création, de co-design avec les citoyens sur l'objectif d'être climatiquement neutre pour une ville. Et on a organisé, en fait, dans ce sens, un certain nombre d'événements. Tout d'abord, des événements physiques avant le lockdown du coronavirus. Et puis, depuis le lockdown du mois de mars, on a organisé des événements virtuels. Donc, on a eu pour la fin septembre, on en aura à peu près une douzaine d'événements qui auront été organisés, dont 2 en France. Le premier qui a eu lieu au mois de mai à Lille, organisé par la métropole européenne de Lille, qui a été un événement très intéressant
et le deuxième qui sera organisé très prochainement, mi-septembre. Je crois qu'on va leur proposer, en fait, ils ne le savent pas encore, mais on va leur proposer, je crois, le 14 septembre. On a une réunion avec eux demain, donc avec la ville du Havre. Donc ce seront les deux villes en France qui auront été ciblées parce qu'elles sont venues assez rapidement, assez tôt, avec une proposition concrète pour organiser ce genre d'événement. Et l'objectif de ces événements, c'est d'avoir donc un contact direct avec les citoyens et leur permettre de revenir avec des propositions sur, par exemple, quelles sont leurs priorités pour leur ville, qu'est-ce qu'ils veulent voir changer dans leur ville et qu'est-ce qu'ils aimeraient que la ville change dans l'horizon de 2030 pour justement assurer la neutralité climatique et qu'est-ce que eux, en tant que citoyens, sont prêts à faire. Je crois que c'était aussi une démarche qui était importante, c'était de voir la capacité et la volonté des citoyens d'être impliqués dans cet exercice. Donc ça, c'est rapidement un survey de ce qui est ressorti comme priorité de la part des citoyens qui ont été consultés dans tous ces événements. Et sans surprise, on voit que les deux points qui sont ressortis comme étant les priorités pour les citoyens, c'était la mobilité, bien entendu, et l'énergie. Un point aussi important, c'est les changements de comportement. Puisque je crois que tout le monde réalise que pour avoir cette révolution au niveau des villes, en fait, pour qu'elles puissent devenir climatiquement neutres, ça passe nécessairement par un changement de comportement et pas simplement des autorités locales, mais surtout des citoyens dans leur comportement au jour le jour. Et ça, les citoyens dans leur interaction au cours de ces événements ont bien montré qu'ils étaient conscients de ça et qu'ils étaient prêts justement à faire cette démarche pour augmenter la neutralité climatique ou assurer la neutralité climatique de leur environnement. Donc, les prochaines étapes pour la mission, le rapport intermédiaire a été soumis mi-juin. Il vous a été fourni, je crois, par Pierre dans l'objectif du webinaire. Donc, ce que vous avez reçu, c'est la version du rapport de mai, en fait, qui a été publié en juin, bon, avec un petit peu de retard. Le board va travailler sur une version révisée pour la fin septembre, pour que, en fait, il soit remis officiellement au commissaire le 22 septembre à l'occasion des R&I Days. Donc, en fait, on a encore quelques semaines devant nous et le board a encore quelques semaines devant eux pour affiner un certain nombre de points du rapport qui concernent en particulier la stratégie d'investissement, le processus ou les critères de sélection des villes, parce que là, ce que je vous ai montré, c'est le processus, mais je ne vous ai pas parlé des critères de sélection, et ça, c'est un sujet qui reste encore à définir par le board. Et puis, il faut aussi qu'on prenne en compte un certain nombre de commentaires et de remarques et de suggestions qui seront soumis par les représentants des États membres, qui seront consultés, qui ont déjà été consultés, mais qui seront consultés formellement pour le mois de septembre. Donc, le Mission Board devra fournir un rapport révisé fin septembre et encore quelques mois après cela pour finaliser sa contribution pour la fin de l'année. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a 5 propositions de mission. Rien ne nous dit, rien ne nous garantit qu'on aura 5 missions qui seront mises en œuvre dans Horizon Europe. Ça reste encore à définir, puisque il faut aussi qu'on voit comment ces missions seront mises en œuvre, quels seront le rôle des autres programmes en dehors de Horizon Europe pour aider à la mise en œuvre de ces missions. Et au jour d'aujourd'hui, on prévoit d'avoir des actions dans Horizon Europe, puisque c'est là la base légale des missions, mais on aimerait aller au-delà et on aimerait assurer que dès le départ, la composante hors Horizon Europe soit assurée pour justement garantir une mise en œuvre réussie des missions, de toutes les missions. Maintenant, j'aimerais vous donner un peu quelques informations sur un appel qui est la European Green Deal Call, qui a été discuté déjà depuis quelques mois par les services de la Commission et les États membres,
qui est en fait un appel spécifique de Horizon 2020, qui est une réponse directe de la communication sur le European Green Deal qui a été publiée l'année dernière, en décembre dernier, par la Commission, et qui a en fait un certain nombre de domaines, dont une action spécifique pour les Climate Neutral and Socially Innovative Cities. C'est un long titre, mais ça cible particulièrement les objectifs de la mission. Donc l'objectif de ce topic, c'est en fait d'aider les villes à devenir climatiquement neutres pour 2050, donc de respecter par là l'objectif du Green Deal Call, de la communication Green Deal, avec bien entendu une timeline pour les villes qui pourraient être bien en deçà, qui en fait est aligné avec les objectifs de la mission. Alors en fait, dans le topic du Green Deal pour les villes, on ne fait pas de référence explicite. Enfin maintenant, on a fait une référence quelque part dans une note de bas de page à la mission, pour une raison très simple, c'est que la base légale dont on parle ici, c'est Horizon 2020, et l'émission repose sur une base légale qui est autre, qui est Horizon Europe. Donc, on voulait éviter d'avoir une confusion entre les bases légales, mais ce qui est certain, c'est que les objectifs généraux de cet appel dans le Green Deal Call pour les villes est tout à fait en ligne avec les objectifs de la mission qui est mise en œuvre par le Mission Board au jour d'aujourd'hui, qui est développée par le Mission Board, qui fait partie de Horizon Europe. Donc on va retrouver les mêmes composantes dans le Green Deal Call topic pour les villes que on a dans la mission, qui est par exemple, entre autres, liée à l'engagement citoyen et à la nécessité d'engager les autorités locales dans le développement d'un plan d'action climatique qui leur permette de devenir climatiquement neutres à un horizon proche. Donc l'objectif affiché de ce topic, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une plateforme de one-stop shop, encore une fois en anglais, pour aider les villes à développer, à mettre en œuvre leur plan d'action climatique, c'est-à-dire fournir une assistance technique pour leur permettre justement de développer ce plan d'action, mais aussi d'avoir la responsabilité de développer et de gérer, de mettre en œuvre des appels qui permettent de financer des pilotes ou des démonstrateurs qui répondent aux besoins des villes dans certains sujets, dans certains domaines qui ont été identifiés par les villes elles-mêmes. Ça, c'est une nouveauté par rapport à ce qu'on faisait dans le passé, c'est-à-dire qu'en fait, on intègre dans un même projet, la plateforme, une dimension, on va dire, coordination and support, où on fournit une assistance technique, on fournit un service à des clients qui sont en général des villes, des autorités locales, pour leur permettre de développer leur plan d'action, mais aussi on va lancer des appels dans cette plateforme qui cibleront probablement plus des acteurs de la recherche, des académies, des universités, des organismes de recherche, qui répondront à des demandes qui ont été identifiées par les villes sur des besoins spécifiques en termes de recherche et innovation. Donc en fait, on a quatre activités dans cet appel. La première activité concerne plus les aspects d'assistance technique qui sont listés sur le slide. La deuxième activité concerne tout ce qui est l'aspect stratégie d'investissement et donc le développement d'un plan de financement pour la mise en œuvre de ce plan d'action climatique. La troisième activité est importante puisqu'elle cible tout ce qui est innovation sociale et engagement citoyen, donc qui est une des composantes essentielles de la démarche qui doit être mise en place par les villes. Et la quatrième activité, qui est la plus importante en termes de budget, ça concerne en fait le financement de ces appels à propositions qui financeront des pilotes de grande taille, large scale,
pour le déploiement de solutions systémiques dans un certain nombre de domaines qui peuvent être des domaines de mobilité, d'énergie, bâtiment, efficacité, etc., etc. Donc le budget qu'on a prévu pour ce topic, c'est de 53 millions. Et on a mis une petite référence dans le topic sur le fait qu'il faudrait qu'on ait au moins 60% du budget qui soit aussi financé pour les appels, donc l'activité 4, qui sera fait avec un financement cascade. C'est-à-dire qu'en fait, la responsabilité du budget est dans les mains de la plateforme, qui a la responsabilité de développer et de lancer les appels et de faire le suivi des propositions qui sont sélectionnées lors de ces appels à l'intérieur de la plateforme. Par contre, les bénéficiaires de ces appels ne sont pas les membres du consortium. Ça, c'est quelque chose qui doit être très clair. Ce sont des appels ouverts à proposition. C'est-à-dire que les organisations qui sont susceptibles de recevoir des soutiens financiers pour la mise en œuvre de ces pilotes ne sont pas les membres du consortium. Donc quelques remarques. Oui, je pense qu'une remarque importante, c'est qu'est-ce qu'on entend par le terme ville. Alors il y a des définitions qu'il faut utiliser, qui sont entre autres des définitions qui viennent de la Commission, donc elles sont nécessairement excellentes, qui entre autres font référence à une taille limite pour qu'on puisse appeler une ville, qui est de 50 000 habitants. Donc, on a en partie utilisé cette définition, sauf qu'on n'a pas fait référence à cette taille limite de 50 000 habitants. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les villes de toute taille sont éligibles pour pouvoir bénéficier d'un soutien de la plateforme pour tout ce qui est, par exemple, assistance technique. La raison derrière ça, c'est qu'on veut avoir une approche qui est aussi inclusive que possible, surtout à ce stade où on fournit simplement une assistance technique. Par contre, tout ce qui est lié, par exemple, l'uptake, la réplicabilité, le jumelage au niveau des actions qui seront financées dans l'activité 4, là, on peut faire une référence. On a fait, je crois, même si ma mémoire est bonne, une référence au fait qu'on souhaiterait que ce soit pour des villes de plus de 50 000 habitants. Alors, pour la mission, ce sujet cette définition des villes est aussi très présente. Et il est plus que probable qu'on fasse une référence à la définition officielle, avec une possibilité d'exception en fonction de certains pays qui ont justement des situations où ils ont très peu de villes de plus de 50 000 habitants, voire pas du tout. Et il y a quelques pays en Europe tout petits pays européens, qui sont dans cette situation-là. Et il est clair qu'on veut éviter à tout prix d'être dans une situation où on discriminerait ces pays-là de la mission. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais peut-être maintenant fermer mon écran. Ça me permettra de voir quelles sont les questions que j'ai dans le chat. Alors, je vais peut-être reprendre la parole et puis peut-être simplifier justement les questions qui ont déjà été posées. Alors, il y en a eu il y en a eu quelques-unes, évidemment, sur la taille éligible de villes, donc vous venez d'y répondre, hein. Notamment Stéphane Becquet de Toulouse. Toutes les villes sont-elles éligibles ou y a-t-il un nombre minimum d'habitants pour une ville? Donc, j'entends 50 000 pour la France, c'est ça? Oui, alors ça dépend de quoi on parle. Si on parle de l'appel spécifique pour le Green Deal, ou on parle de la mission. Je pense que pour la mission, on aimerait cibler. En fait, ce qu'on aimerait, c'est utiliser la définition du règlement officiellement, qui est utilisée entre autres par la DG Région, qui est avec la limite de 50 000, mais avec une clause d'exception qui permettrait en fait de parler de local administrative unit qui ont une taille inférieure, qui peuvent par exemple descendre jusqu'à 20 000. Et j'ai vu dans des documents que tu m'as circulé d'ailleurs, qui avait cette référence à 20 000 habitants. C'était, je pense, pour le plan climat, air et énergie. Énergie, c'est ça. Où on fait référence à des entités de 20 000 habitants qui permettraient en fait de couvrir la totalité du territoire européen. Alors, dans le même ordre d'idée, alors c'est pas tout à fait la question, mais après je vais revenir sur la question de Tadine Thomas, mais souvent les acteurs de la ville se posent la question, mais finalement, est-ce que c'est la ville
Est-ce que ça peut être un territoire, un quartier? Est-ce que ça peut être, alors Oui. comme la question d'Adeline Thomas, est-ce qu'on est à l'échelle de la ville ou la communauté d'agglomération? Quelle est la définition en tant que telle qu'on prend ici pour la ville, en dehors de Oui. la question du nombre des habitants? Oui. Alors, je pense que si on parle de la mission, c'est très rapidement, c'est un sujet qui est venu dans la discussion et on a le board a inclus la possibilité d'avoir des districts qui fassent partie des 100 villes en fait. Mais en fait, il faut que ça soit, la logique voudrait que ça soit une ville qui propose un de ces districts avec l'engagement qui deviendrait climatiquement neutre, avec l'engagement que la ville dans son entièreté devienne climatiquement neutre avec un horizon qui est peut-être un peu moins ambitieux que 2030. Donc la possibilité de proposer un district est là, mais avec quand même derrière l'engagement de la ville qui propose un de ces districts pour devenir climatiquement neutre à un horizon un peu plus lointain. Pour utiliser la possibilité de la mission comme étant une locomotive, d'avoir un district qui soit une locomotive et qui puisse montrer la voie à d'autres districts de la ville. Alors, on a également une question, alors que je la reprenne. Les Oui, métropoles sont éligibles, toujours oui. sur la partie éligibilité, je ne les prends pas obligatoirement dans l'ordre. Hein. Toujours sur la question de l'éligibilité, la question de la définition de la ville ou du rôle de la ville dans la mission. Hein. On parle plutôt ici de la mission, pas du Call Green Deal. Est-ce qu'une ville moins avancée peut toujours participer ou peut participer en tant que ville suiveuse? Oui. Et doit-elle se manifester lors de l'AMI? AMI, ça veut dire appel à manifestation d'un intérêt. Donc, c'est la première étape de ce que tu expression of nous as interest. présenté. Ok. Merci pour traduire. Donc, oui, alors, c'est un sujet de discussion qui est en fait très présent et que l'on a actuellement avec un groupe de travail du Mission Board qui réfléchit sur justement tous les critères de sélection et le développement un peu plus précis du processus de développement et d'élaboration du Climate City Contract. Donc, on a introduit le concept de jumelage qui se ferait principalement dans la phase 2 et la phase 3. La phase 2, ça permettrait en fait à des villes qui sont dans un état moins avancé de développement de bénéficier de l'expérience qui est acquis par des villes qui sont également dans la même phase, mais qui iront beaucoup plus vite dans la phase 3, ou des villes qui sont déjà dans la phase 3. Donc, de faciliter ce jumelage. Alors, dans la phase 1, tout le monde est éligible. Les prérequis seront très simples et très limités. Et a priori, tout le monde est éligible. Mais donc, le contre-coup de ça, c'est que on ne pourra pas fournir un soutien très, très important à toutes ces villes si au lieu d'avoir 100 villes, on en a 500 ou 600 puisqu'on va avoir des ressources limitées. Donc on va se limiter à un soutien qui sera plus type portail, soutien de base avec des modules d'information qui seront mis à disposition pour aider les villes, mais on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Le soutien sera plus spécifique et plus ciblé dans la phase 2. Donc là où on aura probablement un nombre un petit peu moins grand de villes, mais où on aura aussi des villes qui auront un niveau moins avancé dans leur développement. C'est-à-dire que toutes les villes n'iront pas au même rythme. Et je crois qu'il y a deux choses qu'il faut prendre en compte, c'est que ces phases n'ont pas de limite dans le temps. On peut avoir une phase 1 qui peut durer 2 mois comme elle peut durer 2 ans. Et là, on peut avoir une phase 2 qui peut durer 6 mois comme elle peut durer 2 ans. Et je pense que tout le monde ne démarrera pas nécessairement au même moment non plus. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, mais ça encore, c'est un stade de réflexion, on peut imaginer
un système où on a un appel à expression, à manifestation d'intérêt qui est continu, c'est-à-dire en temps réel, on reçoit les appels à expression, à manifestation d'intérêt, on les évalue au fil de l'eau, où on a un système de cut-off date, mais il n'y aura pas simplement un appel avec une date. Ça me paraît difficilement réalisable, puisque si on fait ça, ben, on se coupe d'une grande partie de villes qui seraient pas nécessairement prêts au jour J. De la même manière, on pourrait avoir plusieurs waves, plusieurs vagues d'appels à candidature pour la deuxième phase. Donc tout ça, ça reste à l'état de discussion. Donc j'espère que pour le mois de septembre, donc dans le rapport révisé du mois de septembre, on aura plus d'informations à soumettre à l'attention des villes. Mais dans tous les cas, si on veut mettre en œuvre cette mission, nous, en tant que service de la Commission, ben, on sera dans l'obligation de fournir cette information beaucoup plus détaillée sur la mise en œuvre de la mission. Puisque je crois qu'il faut respecter le Mission Board, c'est un groupe d'experts. Ils n'ont pas la responsabilité de la mise en œuvre de la mission. C'est nous qui avons cette responsabilité-là. Donc le détail de l'aspect pratique, logistique de l'organisation du processus, ça restera dans les mains de la Commission. Pour en finir, peut-être avant de passer sur notre question, sur cette question de jumelage, pour être sûr d'avoir compris. Donc j'entends que sur la mission ville, sur l'étape 1, toutes les villes pourront candidater, mais ce que je comprends d'après ce que tu dis, c'est que ce jumelage pourrait avoir lieu pour la phase 2 et la phase 3, c'est ça? C'est-à-dire que les villes qui sont peut-être moins à l'aise, moins avancées, pourraient se jumeler à d'autres villes, et ce pour passer le cap de la phase 2 et ensuite après de la phase 3. Et la phase 3, le jumelage, c'est plus un jumelage entre villes qui passent. A priori, dans la phase 3, toutes les villes sont au même niveau. Donc la phase 3, c'est plus un échange de bonnes pratiques. Ce sont plus des réseaux qui sont des réseaux liés à des intérêts particuliers sur un certain nombre de domaines. Mais a priori, quand on arrive dans la mise en œuvre du Climate City Contract, les villes ont à peu près le même niveau d'avancement. Donc la phase 2, c'est la phase critique. Ça permet aux villes qui ont un retard de développement de rattraper leur retard avec le temps qu'il faut. Et par contre, les villes qui sont, on va dire, qu'on appelle les frontrunners, et il y en a quelques-unes en Europe, bon, bah, cette phase 2, c'est une phase qui sera assez rapide. Donc j'entends que sur la phase 2 peut être longue, enfin peut prendre un certain temps, parce que déjà on est dans de l'implémentation de la phase 2. J'avais cru comprendre au début que c'était plutôt finalement le dossier de candidature qui passait plusieurs étapes. Ça reste c'est le dossier, c'est le Climate City Contract. Il faut venir sur la table à la fin de la phase 2 avec un Climate City Contract qui est bouclé, qui est ensuite évalué. Ok. Une question aussi de Patricia Cogenu, donc CGDD, rôle des différents rapports remis à la commission. Est-ce qu'il y a aussi une mission d'évaluation de résultats des différents appels à projets? Est-ce que ces rapports ont aussi une mission d'évaluation de résultats des différents appels à projets? De quel rapport on parle? Des rapports de la mission? Alors, je pense que Patricia peut prendre la parole pour ça aussi, mais les rôles des différents rapports, typiquement, tu nous parlais du rapport intermédiaire que j'ai pu envoyer aux collègues, là, les différents rapports qui sont remis par la Mission Board. Donc, ces rapports, au jour d'aujourd'hui, donc on a reçu un rapport au mois de juin, qui est en fait dans une phase, on va dire, d'évaluation. C'est-à-dire qu'on fait actuellement, au niveau des services de la Commission, ce qui s'appelle un feasibility check. Donc, on vérifie la faisabilité de la proposition du Mission Board pour la mission ville. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? C'est-à-dire qu'on va regarder dans quelle mesure l'objectif qui est mis en avant on peut le mettre en œuvre, comment on peut le mettre en œuvre, et surtout dans quelle mesure il répond aux objectifs politiques de la Commission et des différents services qui sont impliqués dans la mise en œuvre de la mission. Et dans quelle mesure les différents instruments qui sont les instruments du prochain MFF peuvent intervenir pour aider à la mise en œuvre de cette mission. Donc en fait, pour la mission des villes, on a 12 DG différentes qui contribuent à la mise en œuvre de la mission
Donc ces 12 DG sont sollicités, on a une réunion avec elles. Là, tout ce que je vous dis, c'est assez frais. Donc ces DG ont été contactés la semaine dernière et on leur a donné généreusement tout le mois de juillet et tout le mois d'août pour travailler sur la faisabilité de la proposition du Mission Board pour la mission ville. Et donc, ils vont revenir avec une analyse et on verra suite à ça, donc au mois de septembre typiquement. Dans le courant de septembre, on va faire une consolidation de ces différentes contributions. On sera en mesure de voir si oui ou non la mission telle qu'elle est proposée peut être mise en œuvre. C'est pour ça que je vous ai dit, au jour d'aujourd'hui, on a des mission areas, on a demandé à des mission boards de travailler sur des concepts, ce qu'ils ont fait, mais on n'a aucune garantie qu'on aura des missions qui seront mises en œuvre dans Horizon Europe dans 3 mois, ou dans 4 mois, ou dans 5 mois. Donc il faut faire un petit peu attention avec ce processus, en sachant que la complexité quand même de l'exercice, c'est qu'on parle d'initiatives qui ne sont pas que dans les mains de la DG Recherche Innovation. Donc le succès de ces missions, ça passe avant tout par un rôle et un engagement important des directions générales de la Commission qui gèrent entre autres les programmes de déploiement. C'est pas gagné. Donc si vous connaissez des directeurs généraux de la DG Régio ou la DG Move ou la DGNR, vous pouvez les contacter pendant vos vacances et vous pouvez leur rappeler que la mission des villes est une mission très importante. Ce qu'ils reconnaissent bien volontiers d'ailleurs. Maintenant, ils ont tous leurs problèmes. Une question de Patricia également à la suite sur les modalités d'engagement citoyen dans le Climate City Contract. Est-ce qu'on intègre au départ les citoyens ou est-ce qu'on les consulte dans les différentes étapes? Non, alors je crois qu'il faut toute cette démarche d'engagement citoyen, c'était justement pour aller au-delà de la dimension information, parce que le niveau de base, dans le niveau de base, c'est on ne fait rien. On leur dit voilà ce qu'on va faire pour vous. Le niveau 1, c'est on les informe. Niveau 2, c'est on les consulte. Nous, on veut aller au niveau au moins 4. C'est-à-dire qu'on veut avoir un processus de co-design, co-création à toutes les étapes du processus. C'est-à-dire vraiment avoir une vraie démarche de co-création avec les citoyens. Alors certaines villes le font de toute façon de manière tout à fait naturelle et sont habituées à travailler dans cette logique-là. Donc je pense que on va être honnête, hein, on est entre Français. Je ne pense pas que ce soit un problème en France. Ça peut être un problème dans d'autres pays. N'hésitez pas surtout que ceux qui posent des questions, si les personnes qui veulent rebondir sur les réponses, qu'elles n'hésitent pas à intervenir. Hein. Et d'ailleurs, Marion, si tu peux avoir un œil un peu aiguisé sur les demandes de prise de parole, voilà, également. Ça marche. Je me permets de rebondir. Oui, alors pour le Green Deal, je vois si c'est la question là-dessus. Là, on est en consultation interservice, donc on a envoyé le texte en consultation interservice pour le Green Deal. On devrait finaliser ça avant la fin août pour avoir une adoption mi-septembre. Donc le comité, ça sera le comité stratégique du Horizon 2020 qui sera formellement consulté pour donner son opinion. Et on devrait adopter et publier mi-septembre. Si ma mémoire est bonne, c'est même le 18 septembre pour qu'on puisse avoir des appels qui clôturent fin janvier. C'est-à-dire que les projets qui seront sélectionnés, et alors dans notre cas, pour cet appel pour le Climate Neutral Social Innovative Cities, on ne veut qu'un seul projet à financer. Donc le projet qui sera sélectionné, j'espère qu'il y en aura un, devrait démarrer au plus tard fin 2021. Pour finir, et après je passe la parole à Marion, mais pour finir par rapport au call, alors donc je pense que Camille nous parle bien du call du Green Deal, parce qu'il n'y a pas de call aujourd'hui de la mission ville, il y a des rapports qui montrent l'avancement de la mission ville, mais il n'y a pas de call destiné aux villes, c'est un peu trop tôt pour ça. Donc sur le call du Green Deal, vous pouvez aller sur le site H2020 du MESRI, sur lequel il y a une page
à la fois donnant, alors ce qui est un draft aujourd'hui, c'est pas le document définitif comme vient de dire Philippe, mais qui est quand même très avancé et qui donne le texte, on va dire, finalisé à 95%, je pense qu'on peut le dire, 90-95%, donc du fameux topic 1.2, avec aussi un webinaire qui a été fait et qui présente, voilà, un peu comme Philippe vient de le faire, ce call et ce topic 1.2. Oui, Marion, tu voulais prendre la parole. Oui, je disais, on avait une question que tu n'as pas citée sur le nombre de lauréats réellement souhaitables et attendus pour la France, parce qu'on avait un peu en tête l'objectif de 2, voilà, c'est dans le rapport 2 ou 3 villes par pays. 2 ou 3 villes, et c'est vrai que d'un point de vue démographique, ça peut paraître assez faiblement c'est très représentatif. Injuste, hein. Oui. Il faut mieux habiter à Malte qu'habiter en France. Non, je crois que bon, ça fait partie des recommandations du board qui est. Vous avez peut-être vu dans la composition du board qu'il y a un certain équilibre géographique qui est nécessaire pour toutes les activités qui sont faites au niveau européen. Et donc, on a un certain nombre de représentants du board qui sont très sensibles au fait qu'il ne faut pas discriminer les petits pays. Et c'est louable. On veut avoir une démarche inclusive, donc on ne peut pas mettre en place une initiative qui, par défaut, va privilégier les grands pays. Maintenant, il ne faut pas aller dans l'excès inverse non plus, et de dire que ça sera pour 100 villes, 3 villes par pays. C'est peut-être un petit peu excessif. Alors, je crois qu'il y avait cette référence dans le rapport de juin, où c'était entre parenthèses, possiblement, enfin bon, il y avait quand même un peu d'attention à la formulation qui ne montrait pas que c'était quelque chose qui était une obligation. Mais encore une fois, c'est une recommandation, si ça l'est, du Mission Board. Elle n'a pas besoin nécessairement d'être pris en compte, à bord à 100% par la Commission. Ce qu'on fera en sorte, c'est de garantir, comme j'ai dit, le côté inclusif de la mission. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura au moins 3 villes, au plus 3 villes? Bon, je crois que c'est un peu trop tôt pour le dire. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a des grands pays. Et surtout, il y a beaucoup de villes dans ces grands pays qui ont un potentiel pour devenir climatiquement neutre, qui aura un impact certainement beaucoup plus grand en termes d'exemplarité que si on cible des petites villes dans des petits pays qui ont encore plus qui ont moins de problèmes, on va dire, que les grands pays ou les grandes villes. Merci beaucoup. Je vois qu'on a une question. Je vais réactiver le micro de la personne en question pour qu'elle puisse s'exprimer. Oui, bonjour. Maxime Amendoléa de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. J'avais 2 questions. Juste une confirmation par rapport au Call Green Deal. Vous avez évoqué le fait que si des villes faisaient partie du consortium lauréat, donc qui aurait un projet sélectionné, elles ne seraient pas du tout éligibles aux différents services qui seraient créés. Je n'ai pas dit tout à fait ça. Ah. Justement, alors pas dit tout à fait ça. Bon, déjà, quel est le rôle de ville dans ce consortium? Dans le consortium qui sera éventuellement sélectionné dans ce processus. Alors, a priori, c'est très difficile de dire on ne veut pas de ville dans le consortium parce qu'a priori, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait une ville ou plusieurs villes qui considèrent qu'ils ont quelque chose à apporter dans ce genre d'initiative, dans ce genre de consortium, parce qu'ils ont justement développé une expertise dans le développement dans une démarche pour devenir climatiquement neutre, qu'ils ont un intérêt à promouvoir ou à partager avec d'autres villes. Et donc, il pourrait très bien avoir une valeur ajoutée à avoir ce type de ville dans le consortium. Maintenant, je vais être honnête avec vous, je ne pense pas que ça soit nécessairement la place pour les villes d'être dans ce consortium, puisqu'on va on va plutôt cibler, mais encore une fois, c'est ouvert, on va plutôt cibler des associations, des groupements de villes, des réseaux de villes qui pourraient peut-être avoir un rôle à jouer, puisque justement, ils représenteront
un groupe de villes plus important qu'une ville en particulier. Maintenant, je ne peux pas exclure que on aura dans le consortium, on n'aura pas dans le consortium une ville ou deux, ou voire plusieurs. Ça, c'est pas interdit. Alors maintenant, quelle est la conséquence d'être dans le consortium quand on est une ville par rapport à l'activité 4 qui est l'activité ou qui va financer des pilotes de grande taille, large scale, c'est comme ça qu'on dit en français? Bon, bref. La logique voudrait que on donne pas de respecter la distribution des tâches et des rôles. C'est-à-dire que quand on est à l'initiative d'un appel, de ne pas être nécessairement le bénéficiaire de cet appel. Donc ça, c'est un peu une bonne pratique qu'il faudrait respecter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être jugé parti. Puisque le consortium sera responsable de l'évaluation. Même si c'est une évaluation qui se fera par des experts indépendants, il est responsable de la gestion de l'évaluation. Alors, maintenant, les règles de financement en cascade d'Horizon 2020 peuvent autoriser, dans certains cas, que des membres du consortium soient aussi des bénéficiaires d'appels en cascade qui sont financés dans ce genre de projet. Ça doit être pris comme une exception. Honnêtement, j'aime pas trop cette approche et je préférerais que ça n'arrive pas, puisque c'est quand même un petit peu difficile de travailler dans cette logique-là. J'ai l'expérience de ce genre d'appel où dans le passé, on a été dans cette situation où des membres du consortium étaient aussi des bénéficiaires d'appels qui étaient lancés et gérés par le consortium, mais c'était possible parce que c'était même si c'était la même entité légale, c'était des parties, on va dire, de l'entité légale qui étaient différentes. Donc, d'avoir les villes dans le consortium et des villes bénéficiaires des appels, c'est quelque chose que je préférerais éviter tant que faire se peut. Ok, merci beaucoup. Et ma deuxième question, c'était par rapport plutôt à la mission. Je n'ai pas forcément bien saisi la phase d'évaluation entre la phase 1 et la phase 2. Est-ce que vous pouvez peut-être repréciser les différents critères qui pourraient être pris en compte? Alors, j'ai bien compris que tout ça était hypothétique, mais… Tout à fait, tout à fait. Donc, la phase 1, c'est vraiment la phase où on va élaborer c'est un peu au-delà de l'appel à manifestation d'intérêt, dans le sens où on met déjà l'ébauche d'un plan d'action. On ne propose pas le plan d'action, on indique déjà qu'est-ce qu'on aimerait mettre dans le plan d'action. On indique quelles sont les démarches citoyennes qui ont été déjà faites ou que l'on pense faire pour justement aider à la mise en œuvre de ce plan d'action. Dans la phase 1, on démontre l'engagement des autorités locales. Et donc, en fait, c'est plus oui, c'est quand même assez proche d'un appel à expression d'intérêt, mais bon, un peu plus étoffé, où on donne déjà une ébauche de ce qu'on veut faire dans le Climacity Contract. La phase 2, c'est le développement du Climacity Contract per se. C'est-à-dire si on considère que le Climacity Contract, c'est un document qui a plusieurs chapitres ou plusieurs modules, qui peuvent remplir plusieurs fonctions, mais qui a priori seraient plutôt cross-cutting et pas thématiques, il faut que tous les chapitres soient élaborés et soient développés pour justement puissent être évalués. Ok, merci. Merci beaucoup. Je reprends la liste. Quelles sont les dates du call Green Deal? Donc ça, on a dit ouverture le 18 septembre et puis clôture vers la fin. Ça, c'est si ma mémoire est bonne. Hein, mais je pense que ta mémoire est bonne. J'ai la même date. Pour moi, c'était une consultation interservice à la commission le 17 pour avoir cet accord-là et de faire en sorte qu'il soit public le 18. Parce que c'est ce que j'ai en tête. Intéressé par le lien si possible. Alors je crois que Marion a mis le lien un peu en dessous, hein, le lien sur la page Horizon Europe, et je n'ai rien de mieux à proposer. Pour les villes, il y a le call actuel. Oui, pour le taux. Ah oui, parce qu'il y a aussi le lien sur la page des villes, les missions. Là, il y a une page pour les missions.
Et il y a un certain nombre de documents, et entre autres, il y a des frequently asked questions pour les missions qui sont intéressantes, qui sont pas mal faites. Donc là, tu nous parles du site de la Commission européenne. Oui, c'est la référence absolue. Ça marche. Donc du coup, alors les métropoles sont-elles éligibles? Donc on parle là maintenant, on bascule sur la mission en tant que telle, hein, je pense. Oui, bien sûr. Je suppose que la Commission veut le plus grand impact pour la baisse du CO2. Donc le critère grande aire urbaine sera peut-être pertinent. C'était une remarque de Stéphane Becquet de Toulouse. Stéphane, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas hein, également. Hein. Oui, donc ça fait partie on a demandé au board de définir des indicateurs de performance. Et bon, l'indicateur de performance, bien sûr, absolu, c'est l'émission de gaz à effet de serre. Donc il faut avoir le plus grand impact possible. Oui, bonjour Stéphane Becquet. Donc pour compléter, parce que j'ai fait une deuxième intervention après, mais ça va de pair également, c'est-à-dire que soit effectivement on a une grande aire urbaine et donc un impact supplémentaire pour la planète, c'est évident, mais aussi il y a un deuxième critère qui peut être intéressant, c'est est-ce qu'on va récompenser entre guillemets le progrès ou la performance, parce que la performance c'est arrivé en en neutralité carbone en 2030, mais quelqu'un qui est presque, une ville qui est presque, qui va être dans la contractualisation, du coup il y aura un faible différentiel, un faible incentive et différentiel, alors qu'une ville qui part de loin et qui fait un progrès plus important, mais qui n'arrive pas à zéro, aura un impact plus important pour la planète automatiquement. C'est toujours entre progrès et performance, on est toujours, c'est une dualité, mais sur ce type de questions, ça me semble important vu d'où on part. Je prends note de cette remarque et de cette proposition parce que je pense qu'effectivement c'est tout à fait valide. On est dans une situation où on a un marché, on va dire, des villes en Europe qui est très inhomogène. Et ce que je voudrais pas à la fin du processus, supposer que cette mission soit couronnée de succès, c'est qu'on ne récompense que ceux qui ont déjà fait le plus gros du chemin. L'idée, c'est justement d'attirer le plus possible de villes qui sont dans des situations qui sont désavantageuses, et en particulier les villes industrielles, les villes des pays de l'Est. Pas que des pays de l'Est, hein, je ne veux pas exclure la France, hein. Je fais attention à ce que je dis. Mais il reste encore quelques villes industrielles en France. Merci. Alors, on revient aussi sur le jumelage. On avait évoqué, me semble-t-il, la question, alors peut-être pas avec toi, mais j'avais évoqué avec certains membres de la commission, le fait que le jumelage soit se fasse entre différents pays, de villes de différents pays, ou peut-être même, et peut-être mieux, des villes du même pays, car elles partageraient les mêmes contraintes, peut-être le même type de contraintes. Alors, encore une fois, c'est un sujet qu'on est en train de discuter avec le groupe de travail sur la sélection des villes. On a une réunion avec eux demain d'ailleurs encore, parce que justement c'était basé sur l'expérience qu'avait développé le Kik Climate, qui avait montré que il y avait un intérêt, il y avait un appétit aussi pour un certain nombre de villes de travailler en réseau au niveau national. Et ce que je comprends très bien, ce que je conçois très bien. Donc on pourrait imaginer des jumelages. Alors nous, on a tendance toujours un peu à voir la dimension européenne et de dire bon il faudrait que un peu comme les consortiums de projets de recherche, il faut qu'il y ait une ville de chaque pays pour que ça soit, pour qu'il y ait une vraie valeur ajoutée européenne. Je pense que dans cette problématique de neutralité climatique, la dimension nationale est très importante et on aurait peut-être intérêt à avoir effectivement des jumelages, pas nécessairement d'avoir que ça, mais d'avoir de manière préférentielle des jumelages de réseaux nationaux. Parce qu'ils ont des problématiques communes. Alors, une question de Françoise Gaspard, mais qui est très partagée au niveau des ministères parce qu'on se pose ce même type de questions. Clarifier le lien entre la mission et l'appel Green Deal. Le consortium choisi va-t-il apporter un soutien à la ville dans l'établissement du contrat dans le cadre de la phase 2 ? Ça pose des questions au niveau du calendrier aussi, où il faudrait peut-être une clarification. Oui. Alors, ce que j'ai dit, c'est que donc strictement parlé, au niveau des bases légales, on évite la confusion des genres.
Néanmoins, la façon dont on a présenté l'appel Green Deal clairement montre que c'est un précurseur, c'est une première phase dans la mise en œuvre de la mission, puisqu'en fait, on va mettre en place les éléments qui permettront justement de fournir une aide typiquement à ces villes qui s'engageront dans leur démarche pour devenir climatiquement neutres, et qui seront les villes qui rempliront les conditions pour l'appel à expression d'intérêt, manifestation d'intérêt qui a été identifié par le Mission Board. Donc au niveau timing, c'est une plateforme qui devrait démarrer en fait fin 2021. Donc en fait on a une première initiative qui va démarrer suite au Green Deal en 2021. Et a priori, on devrait avoir, encore une fois, avec toutes les précautions oratoires nécessaires sur la faisabilité de la mission ville ou pas dans Horizon Europe, on devrait avoir dans Horizon Europe un appel qui financerait aussi la mission ville, qui ferait la suite de l'appel Green Deal, et qui pourrait être en 2022 typiquement, 2021, dans le Work Programme 2021-2022. Et une des composantes de cet appel, donc Horizon Europe Cities Mission 2021-2022, ça serait de faire suite, de fournir la suite de ce qu'on a financé dans Horizon 2020 avec le Green Deal. Donc qui commencerait si on a un appel en 2022 qui est publié en 2022, en fait on démarre en 2024, ce qui correspond typiquement à la fin du premier projet. Donc il y a une certaine cohérence dans le type de soutien financier qu'on peut apporter à cette plateforme. Donc la plateforme ne fait pas tout, hein. La plateforme, c'est l'assistance technique, c'est les appels à propositions pour des pilotes, mais c'est pas la stratégie d'investissement, c'est pas elle qui va financer la mise en œuvre des plans d'action climatique. Ça, c'est quelque chose qui arrivera dans la phase 3, où on espère qu'on pourra avoir la possibilité d'avoir des instruments financiers qui apporteront leur contribution, et les programmes de déploiement. Donc, dans une certaine logique, au niveau timing, on est bon. Soyons optimistes. Et en 2030, on ouvre une bouteille de champagne, si on a encore le droit. Pour être sûr de comprendre, Philippe, on est en train de dire que l'appel ville, on ne parle pas du call Green Deal, mais de l'appel ville serait plutôt en 2022. Les villes pourront candidater à partir de 2022. Ce sera le Work Programme 2021-2022. Donc il faudra que de toute façon qu'on le mette dans le programme de travail 2021-2022 qui sera discuté avec les États membres incessamment sous peu. Là, au jour d'aujourd'hui, dans le plan stratégique Horizon Europe, on va mettre un marqueur pour les missions qui diront pas grand-chose, qui diront simplement il y a des missions, et peut-être que pour les villes, il y aura une mission qui s'appelle 100 Climate Neutral Cities by 2030, by and for citizens. Dans le programme de travail, a priori, on voudrait mettre un appel pour les missions. Alors, où est-ce qu'il sera, comment il sera géré, c'est encore en pleine discussion. Avec quel budget? Là aussi, c'est encore en pleine discussion. On a beaucoup de choses qu'on sait, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, toujours. Et pour être cohérent avec le timetable qu'on a pour le Green Deal Call, moi, je pense qu'on devrait avoir cet appel pour la mission ville en 2022. Donc, de décaler d'une année. Sinon, on arrive trop tôt. Et donc, ça veut dire que l'équipe qui sera la lauréate du topic 1.2 du Call Green Deal, en quoi elle va contribuer à la préparation de la mission ville? C'est-à-dire qu'on a compris, j'espère qu'on aura bien compris, que ça va permettre ça va apporter la dimension de conseil dans l'implémentation de la mission ville. Mais ce que j'ai pas très bien compris, c'est est-ce que ça va jouer aussi un rôle dans la préparation de l'AMI et des différentes phases que tu nous as expliquées de la mission ville?
Ça dépend du timing qu'on va donner au lancement du processus. Comme j'ai dit, pour l'AMI, si on a un système continu, a priori, on peut démarrer assez vite et on peut avoir une phase 1 qui repose sur un soutien basique qui peut être apporté par un portail, qui peut être développé sans nécessairement la mise en place de la one-stop shop plateforme. Si on veut, on a déjà des portails qui existent, qui fournissent des assistances, on va dire, de base à des villes sur un certain nombre de domaines thématiques. Donc, on pourrait faire un exercice, si on veut lancer cet appel à manifestation d'intérêt le plus tôt possible et avant d'avoir cette plateforme en place, on peut très bien imaginer de fournir ce type de soutien de manière interne dans le courant 2021. D'accord. Ok. Alors, je reprends la liste de questions parce qu'il faut bien qu'on s'assure que toutes les questions aient une réponse là dans la liste de questions. Alors, Stéphane, je crois qu'on l'a déjà passé. Oui, une question également. Bonjour. Est-ce que ce serait chaque État qui présélectionnerait les villes? Alors, la sélection des villes, c'est un sujet délicat. Alors, on laisse pour l'instant le board travailler sur ce sujet. Honnêtement, j'ai pas d'avis, j'ai pas de proposition sur comment ça sera fait. Je pense que la dimension nationale, elle est essentielle. Ce qui chagrine un peu le board, je dois dire, parce que là encore, on a des représentants du board qui sont des anciens maires, qui ne sont pas nécessairement en ligne avec les lignes politiques de leurs autorités nationales et qui voient d'un mauvais œil l'intrusion de la couche nationale dans ce processus. Mais bon, je pense qu'on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper tout simplement parce qu'il y a une ambition budgétaire, financière qui est telle qu'elle doit nécessairement impliquer les autorités nationales. Et puis il y a une dimension régulation aussi et qui est du ressort des États. Donc on ne peut pas ne pas passer outre la dimension nationale. Et donc ça pourrait avoir un sens qu'à un moment donné dans ce processus, les villes et les États aient leur mot à dire. Okay, intéressant. Mais ça sera un sujet intéressant de discussion. Ok, en tout cas, ce n'est pas exclu que les États membres, à voir encore une fois, mais que les États membres aient un rôle dans la présélection de villes. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement exclu aujourd'hui. À voir. C'est pas exclu. C'est pas exclu, surtout s'ils contribuent financièrement. J'imagine. Alors, ensuite, donc la question de Christophe à Métropole de Lille. Pour prolonger la réponse de Philippe à la question de Maxime sur le lien avec API Green Deal émission, les villes qui bénéficieront de l'activité 4 avec le montage de pilotes auront-elles une longueur d'avance pour l'appel à projet, mission et le Climate City Contract? Oui, mais bon, il faut voir l'échelle de temps, là, encore une fois. Donc, ce sont des pilotes qui seront mis en œuvre après 2020, en 2022 ou plus tôt. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de villes qui ont bénéficié d'initiatives, qui participent dans des actions qui ont participé dans des actions de recherche et innovation financées, entre autres, dans Horizon 2020, qui ont aussi un avantage stratégique puisqu'ils ont été impliqués dans ce genre d'initiative. Ils ont développé des outils, des solutions qui j'espère, leur conviennent et qui peuvent déployer. Donc là aussi, donc tout ce qui a été investi jusqu'à présent n'est pas perdu. Et je pense que ce qu'on fournit avec ces appels dans l'activité 4, c'est un complément de ce qui a été fourni déjà par ailleurs. Et donc, il n'y aura pas simplement ces villes-là qui auront un avantage stratégique. Je pense qu'il y a aussi toutes celles qui ont profité, qui ont été dans des Living Labs, qui ont participé dans des actions de recherche et innovation, qui ont développé des solutions innovantes et qui ont un avantage stratégique. Donc, je pense que c'est un des éléments, mais c'est pas le seul. Donc, ça, il n'y aura pas de clause exclusive, entre autres, pour limiter dans la liste des 100 les villes qui profiteront de
d'un soutien dans l'activité 4 du Green Hill Call, surtout qu'en plus, on a peut-être un budget intéressant, 53 millions, pour cet appel, mais on ne va pas financer tout et tout le monde avec ça. Donc, il n'y aura que très peu de projets qui pourront être financés. Donc, si on se limite à ces villes-là, on n'aura pas 100 villes. Alors, pour avancer un petit peu, comment sera financée la mission, notamment la part des États membres? Ça, c'est une question difficile. Ça, c'est merci Pierre de répondre. Comment sera financée la mission? C'est un vaste sujet. Alors, justement, on a un autre groupe de travail. On fait travailler beaucoup nos membres du board en ce moment parce que justement, ils ont plein d'idées, mais quelquefois, c'est nécessaire un peu de focaliser leur attention sur des sujets très concrets, comme par exemple l'argent. Donc, on a une contribution qui peut venir des différents instruments européens. Horizon Europe est une partie, mais je dois dire c'est probablement une partie minoritaire de la contribution européenne. On aura les programmes de déploiement à définir, donc les fonds structurels certainement, les programmes comme Connecting Europe Facility, des Digital Europe Programmes, les instruments financiers, puisque en fait on peut très bien imaginer d'avoir un canal d'accès privilégié, une fenêtre d'accès préférentielle pour les villes qui veulent devenir climatiquement neutres sur ces instruments. Donc, ils peuvent être à travers du de-risking de prêts ou du blending qu'on peut imaginer à travers les instruments style InvestEU. Ça, c'est la dimension européenne. Maintenant, on est dans un volume de budget pour cette mission qui est très important, qui va bien au-delà des milliards, des dizaines de milliards ou des centaines de milliards qui sont disponibles dans les programmes du MFF. Donc nécessairement, la dimension nationale va devoir intervenir à un moment donné, et les investissements privés, puisque en fait, pour beaucoup d'entreprises, participer à cette activité, donc de répondre à des appels d'offres, de contribuer aussi à ces développements de ces appels d'offres qui sont lancés par des villes sur un certain nombre de domaines qui peuvent être la mobilité, l'efficacité énergétique, l'énergie, etc. C'est un investissement, mais qui est rentable, puisque ça leur donne un avantage stratégique et une position sur leur marché qui est intéressante, qui peuvent valoriser dans d'autres villes et sur d'autres marchés. Donc il y a un intérêt aussi privé. Puis il y a la mise en œuvre aussi. On peut, au niveau des villes, il y a tous différents montages qui peuvent être mis en œuvre qu'il faut intervenir le privé. Alors justement, si on va avoir un ordre d'idée, un peu, oui. Quand le board réfléchit à quel est le coût, ça varie de 1 à 10. Par tête d'habitant pour une ville devenir climatiquement neutre. Ça varie de certaines villes, comme par exemple la Madrid, où ils ont fait des calculs de l'ordre de 2 000 euros par habitant, ce que je trouve très faible, jusqu'à 45 000 euros, 50 000 euros pour certaines villes qui ont été analysées, entre autres dans l'Europe de l'Est. Donc, le board part sur une unité de coût pour être climatiquement neutre dans les villes de l'ordre de 10 000 euros par habitant. Donc, 10 000 euros par habitant, si vous avez 100 villes de 50 000 habitants, vous faites le compte vite fait, ça vous fait quelques milliards de milliards. Je ne sais pas comment on dit en français. Ça fait beaucoup. Donc, c'est certainement pas le milliard d'Horizon Europe qui va couvrir ça. Alors, une remarque toujours sur les aspects de financement. Comment le lien sera-t-il fait entre la mission ville et les fonds européens structurels et d'investissement? Les autorités de gestion sont déjà en train de construire leur projet de programme opérationnel 2021-2027. Alors, c'est une excellente question, une excellente remarque, et en sachant qu'en plus, il y a la gestion de ces programmes sont totalement différents des gestions directes qu'on a dans Horizon Europe. On a sollicité la DG Régio de manière régulière dans ce genre de discussion. Demain, pour être tout à fait honnête avec vous, on a une réunion, notre directeur général a une réunion avec le directeur général de la DG Régio pour discuter de ce point en particulier, pour voir comment effectivement on peut faire apparaître la contribution des missions
aux missions dans les programmes nationaux et dans la base légale des fonds structurels, en sachant qu'elle existe déjà. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des références croisées dans tous ces programmes sur les activités respectives. Si vous voulez un exemple, dans Horizon Europe, je ne sais plus quel article, il y a une référence sur ce que Connecting Europe Facility peut faire. Dans Connecting Europe Facility, il y a une référence croisée sur Horizon Europe. Donc les bases légales sont là. On peut très bien imaginer d'avoir effectivement au-delà des références croisées, on peut avoir des parties de programmes, de ces programmes qui aident à la mise en œuvre des missions. Je pense que ça sera assez compliqué parce que on part avec des objectifs qui ne sont pas toujours les mêmes. Il faut respecter ça. Ces programmes n'ont pas été faits dans le seul objectif de répondre aux missions qui sont lancées dans Horizon Europe. Maintenant, on peut opérationnaliser, si on peut utiliser ce mot, les complémentarités, des grands mots qu'on met les uns à la suite des autres, plutôt que d'avoir du ring fencing. Le ring fencing, ça me paraît très compliqué. Mais d'avoir des labels, d'avoir des vraies complémentarités, mais plus que ce qu'on avait dans Horizon 2020, où on avait des espoirs de complémentarité qui n'ont pas toujours été réalisés dans les faits. Là, on peut, comme on est très en amont quand même dans le développement de ces programmes et la mise en œuvre de ces programmes, on peut essayer de les avoir de manière plus précise dès le début. Et c'est tout l'objectif des discussions qu'on a avec les différentes DG en ce moment, puisque on est bien conscient du fait que le succès des missions se fera si ces programmes de déploiement sont à bord à 100%. Alors, il nous reste très peu de temps, mais il y a quand même une question qui est importante, me semble-t-il. C'est donc Patricia, selon vous, la base de travail du PCAET, Plan Climat, Air, Énergie Territoriale, oui, qui fait partie de l'outil de planification, peut-elle servir de base de définition de la feuille de route des villes pour répondre aux AAP à venir? Alors, je dois avouer à ma grande honte que j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, mais merci Pierre. Et à la lecture de ce document, je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations et beaucoup d'éléments qui sont tout à fait compatibles et relevants quant au développement des fameux Climate Action Plan, les contrats, je vais y arriver, Climate City Contract, que le Vision Board a développé. Donc ça, c'est tout à fait relevant d'utiliser ce genre de plan. Et dernière, merci Philippe, dernière, aujourd'hui le rapport intérimaire va moins loin que la présentation de Philippe, il va être amendé avant et après les R&D Days. Quel est le degré d'ambition de la Commission concernant ce rapport? Ne devrait-on pas développer plus concrètement les parties concernant les acteurs concernés par le contrat, la partie financement, l'implication concrète des citoyens? Oui, enfin bon, je suis d'accord avec ça et pas d'accord dans le sens où il faut pas demander l'impossible au Mission Board. D'abord, ils sont simplement 15 personnes, ils ont travaillé que depuis le mois de septembre l'année dernière, on les fait travailler. Hein. Donc on en est donc on leur donne pas de vacances, mais ça ne reste qu'un groupe d'experts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur demander l'impossible et leur demander par exemple d'écrire les programmes de travail et de développer plus loin le concept qu'ils ont mis en œuvre, qu'ils ont imaginé. Parce que là, on va aller au-delà de leur capacité. On peut imaginer d'avoir un deuxième board, et d'ailleurs c'est l'objectif, d'avoir un deuxième board l'année prochaine, qui est plus sensible à la mise en œuvre. Mais là, on a au jour d'aujourd'hui des mission boards qui ont été mis en place pour développer un concept. Donc, on leur demande de réfléchir sur les aspects plus financiers, sur les aspects sélection, par exemple, etc. Mais ça sera difficile d'aller bien au-delà de ça, parce que après, ça rentre en plus c'est de notre responsabilité d'assurer la bonne mise en œuvre de ces concepts. Donc, je pense qu'effectivement, on peut aller un peu plus dans le détail. Moi, je vous ai fourni plus d'informations parce que bon, je pense que on peut aller un petit peu plus et puis on est entre nous. Donc, je sais que tout ce que je dis ne sortira pas du cadre limité de cette réunion. Mais je pense qu'aussi c'est important de vous donner des informations un peu plus concrètes sur le concept qui a été développé, mais ne vous attendez pas à ce que tous les éléments que j'ai discutés avec vous aujourd'hui soient repris dans le rapport de septembre.
ça, il y a une partie qui restera, ça restera au niveau du concept. Merci beaucoup Philippe. On aurait encore des questions, j'en ai plein, mais on aura l'occasion d'en reparler peut-être à d'autres occasions. 16h33. Je pense que c'est bon, on est arrivé au terme. Marion, me semble-t-il, hein, je pense qu'on peut clôturer la session. Je relais un petit message d'Erwan Lebeau de la DCF qui a dû nous quitter. Oui. Il aurait voulu que tu prononces peut-être quelques mots, peut-être avec l'appui de Gérard Aigron du Pinville, sur les next steps pour l'engagement des collectivités et le rôle des chargés de mission et représentants qui ont assisté à ce webinaire à nos côtés. Alors peut-être que Gérard, tu te sens de prendre la parole par rapport à ça et par rapport à nos échanges qu'on avait eu sur un groupe pilote. Oui, je peux peut-être dire deux mots. Bonjour à tous. Oui, l'idée qu'on avait développée entre nous, quand je dis entre nous, c'est le ministère de la Recherche, de l'écologie, et puis avec France Ville Durable, la DCF et donc le Pinville. C'était en fait de mettre en place un groupe de travail national qui puisse associer, qui reste complètement ouvert à toutes les villes qui seraient partantes ou qui auraient des intentions de pouvoir participer aux appels à projets de la mission. Donc à la fois pour groupe de travail pour informer en fait toutes ces villes qui pourraient être intéressées et également les assister dans les différentes phases d'appel à projet. Alors quand on dit assister, l'accompagnement dans les limites de des compétences d'un groupe de travail, forcément. Il y aura une plateforme, ça on l'a compris, européenne qui sera mise en place, mais disons qu'au niveau français, l'idée c'est de pouvoir justement travailler en réseau avec l'ensemble à la fois des compétences nationales et puis des villes partantes. Donc on est en train de réfléchir avec le groupe là, des associations ministérielles que je viens de citer pour mettre en place un peu les objectifs de ce groupe de travail, la façon de travailler, etc. Et je pense qu'à la rentrée, en septembre, on aura sans doute une proposition à faire à l'ensemble des villes de France qui souhaiteraient suivre en fait la construction d'appels à projets de la mission ville et également ensuite les accompagner pour les premiers appels à manifestation d'intérêt notamment. On n'en est encore pas à la deuxième phase concernant le Climate City Contract. Je pense qu'on reprendra contact avec notamment l'ensemble des participants à ce webinaire pour savoir qui est intéressé plutôt au mois de septembre, c'est ça Gérard, hein? C'est ça, voilà, oui. Okay. Donc là, on devrait se réunir avant peut-être les vacances d'été, j'espère, pour pouvoir mettre en place une idée de fonctionnement et d'objectifs à mettre en œuvre de ce groupe de travail national qui doit être ouvert vraiment à tous. Et l'idée là, c'est avant de rentrer en compétition, c'est au contraire de coopérer pour que l'ensemble des villes puissent comprendre la même chose. Et puis notamment peut-être aussi développer des partenariats entre des villes qui pourraient être pilotes et des villes suiveuses qui peuvent accompagner ces villes. Exactement. Merci beaucoup Gérard. Je pense qu'il est l'heure de se séparer. Merci encore Philippe. Merci encore Philippe. Je pense que ça a apporté le fait que ce soit présenté par la commission apporte évidemment un plus par rapport à ce qu'on peut faire nous à l'échelle nationale. Donc merci beaucoup pour cette participation et d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu tout ça. On l'a bien compris dans cette période un peu en avance de phase où certaines choses, pas mal de choses ne sont pas encore consolidées, mais le fait d'en discuter ensemble et de voir quelles pourraient être les perspectives, ça nous paraît extrêmement utile. C'est moi qui te remercie, je remercie les participants. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Merci à tous. On enverra le lien pour ceux qui souhaitent le réécouter et surtout ceux qui n'ont pas pu y assister. Voilà, je pense que Marion sera la baguette par rapport à ça. Merci encore, à très bientôt. Merci.